Bonjour à toutes et à tous. On va commencer. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette 5e conférence du cycle des leçons du mardi. Notre thème aujourd'hui sera architectes et artistes éditeurs éditrices. Comme vous le savez, le cycle de ce semestre a pour ambition d'interroger la pratique architecturale et de la recontextualiser dans un monde contemporain incertain et instable. Aujourd'hui, la pratique de l'architecture ne peut plus être pensée comme l'expression d'un auteur unique, mais plutôt comme le fruit d'un mouvement collectif et pluridisciplinaire. C'est dans cet esprit que s'inscrit le cycle de conférences About Authorship and Collaboration, proposé ce semestre par Anne Klepal et Philippe van der Maren, explorant ces transformations à travers une série de dialogues entre architectes, ingénieurs, designers, historiens et bien plus encore, autant de regards croisés enrichissant notre compréhension du projet architectural aujourd'hui. Nous remercions l'administration pour son soutien dans l'organisation de cette conférence, nos invités pour leur présence et leur engagement dans cet échange, et les étudiants pour leur participation et leur implication. Un temps d'échange sera prévu à la fin de la conférence. N'hésitez pas à poser vos questions. C'est aussi cela le cœur de ces rencontres. Jusqu'à maintenant, nous avons convié des ingénieurs, des historiens, des photographes ou encore des chercheurs qui nous ont raconté leur manière de faire du projet à travers leur collaboration. Cette semaine, nous allons nous intéresser à la figure de l'éditeur en tant que posture créative et critique de la pratique architecturale et artistique. Nous avons réuni les architectes et éditeurs Sophie Dars et Carlo Menon et l'artiste-éditeur Pierre Le Guillon. Sophie Dars et Carlo Menon, vous êtes tous les deux architectes et éditeurs. Basés à Bruxelles, vous collaborez depuis 2013 autour d'une pratique située entre recherche théorique, édition et pédagogie et fabrication du projet. En 2014, vous fondez avec 2 graphistes, Ismaël Benani et Orphée Grandhomme, la revue Hackathon qui explore des pratiques artistiques et architecturales émergentes à travers le prisme spécifique de la revue imprimée. Vous êtes lauréat du concours d'architecture 2023 de l'Académie des Beaux-Arts et vous enseignez le projet à la faculté d'architecture La Cambrai-Horta à Bruxelles et la représentation dans la Civic Design à la Peter Behrens School of Art. Peter Le Guillon, vous êtes artiste et éditeur basé à Bruxelles. Après une formation en art plastique à l'Université de Paris 1, vous débutez votre carrière en tant qu'éditeur et critique d'art. Artiste protéiforme, vous travaillez essentiellement sur la production et la reproduction d'images. Vous avez une grande collection réunie au sein de votre musée des erreurs, dont vous parlerez. Vous enseignez l'art à la Aide à Genève et votre travail a notamment été exposé au Louvre en 2009, au Moderna Muset en 2010 et plus récemment au Frey Museum en 2019 et au M-Lines à New York en ce moment même. Vous avez la parole. Merci. Allô. Merci, bonjour tout le monde. Je commence moi qui ai le meilleur accent français. Et en effet, on approche, comme tu l'as expliqué, merci pour l'introduction, on approche ce grand thème de authorship et collaboration à travers cette perspective qu'on vous propose d'adopter, qui est celle de l'éditeur, qu'on peut opposer à celle de l'auteur, qu'on connaît assez bien aussi en école d'architecture. En littérature, un auteur, c'est la personne qui signe un texte, qui écrit, qui crée, et l'éditeur, c'est plutôt des mains un peu dans l'ombre qui agissent dans cette zone grise de soin d'un texte écrit par quelqu'un d'autre, par les auteurs, parfois des textes de personnes mortes, comme c'est le cas des correspondances, des matériels trouvés. Et donc, ils ont ce rôle d'agencer, réagencer le matériel pour le communiquer de la meilleure manière possible, selon eux, évidemment, au public. Et nous avons essayé, à travers plusieurs expériences et les projets qu'on va vous présenter aujourd'hui, d'approcher ce métier ou cette figure non pas comme un métier à part entière, mais aussi comme une figure théorique qui peut s'appliquer au projet d'architecture. Donc certains des projets qu'on va vous présenter aujourd'hui sont vraiment des projets éditoriaux, comme la revue Hackathon dont Sophie et moi collaborons, mais aussi des projets construits ou en cours de construction. Donc, moi, je vais parler ces premières 5 minutes sur la revue Hackathon. Et après, je passerai la parole à Pierre qui va présenter le musée des erreurs. Et c'est comme ça que d'ailleurs nous sommes connus. Et donc, Sophie, moi, Pierre, collaborons parfois réellement sur des projets. Et on s'est connus à travers ce projet collaboratif. Donc, c'est une revue qui, au lieu d'écrire des textes
des textes critiques sur le travail de quelques personnes, des praticiens, des praticiennes. On invite ces quelques personnes à nous rencontrer et à fabriquer avec nous des contenus qui soient spécifiques à la revue à travers les documents d'architecture qu'ils et elles créent, utilisent, récoltent, collectionnent dans le cadre de leur travail. Donc, une analogie de notre projet est ce mont à Rome, le Testaccio, qui est pas du tout une colline naturelle, elle est plutôt faite de débris. Pendant le 1er siècle, c'était les navires qui venaient depuis les colonies à Rome, qui entassaient là-bas toutes les amphores remplies de matière, et ça crée cette espèce de monstre un peu naturel aujourd'hui, un peu historique. C'est une mine d'or pour les archéologues, et c'est fait des tasseaux, des morceaux de matière, d'argile cuite, d'écriture dessus. Et donc on imagine notre revue un peu de cette manière, de la même manière, c'est-à-dire comme l'agencement de documents déjà existants qui viennent s'entrechoquer dans l'espace de la page. Et donc beaucoup de matériels existent. À travers cela, on s'intéresse par exemple au travail des géomètres, parfois d'autres figures connexes au champ de l'architecture, notamment des artistes ou des anthropologues, et des paysagistes, et parfois même des architectes qui font des beaux dessins. Donc la manière dont nous essayons de les inviter autour de la revue est celle de mettre en place avec ces personnes des protocoles d'édition, à savoir des manières d'échanger et de fabriquer ensemble un contenu. Un exemple ici, c'est une interview par image qu'on a posée à De Velder Vinctaglio, à l'époque où ils travaillaient ensemble. Donc on leur pose des questions et ils doivent systématiquement répondre par des images. Ce qui acquiert ce contenu un peu bizarre qu'on ne pourrait pas publier aujourd'hui dans l'architecture d'aujourd'hui, parce qu'une revue de nature commerciale ne peut pas se permettre de dépenser des pages pour republier aux mêmes images plusieurs fois. Alors que nous, en étant une revue indépendante qui est autofinancée, qui est financée en gros par les ventes, on peut se permettre l'expérimentation, et c'est ça qu'on fait dans la revue. Donc en fait, on l'utilise en tant que terrain pour continuer à apprendre et à aborder des questions d'architecture qui nous sollicitent. Un autre exemple, quand j'ai parlé du rôle de l'éditeur, l'éditeur est quelqu'un qui travaille avec le paratexte, pas avec le texte signé par un auteur, mais le paratexte, ce sont les titres et les notes de bas des pages, les numéros des pages, la notice de l'auteur, la 4e de couverture. Et c'est parfois un jeu auquel on prend aussi les praticiens qu'on invite. Ici, c'est Tom Emerson du bureau anglais 6A, pour qui on a reconstitué une hypothétique conférence à partir des documents qu'ils utilisent dans leurs propres conférences, pour lequel l'architecte a écrit des espèces de légendes que nous avons commentées parfois avec d'autres images qu'on appelle des index vis-à-vis des images principales, des notes des bas des pages et tout ça. Donc vous voyez qu'il y a une contribution sans texte principal, mais uniquement avec des illustrations et des choses. Ici, c'est un autre exemple, c'est la transcription du groupe WhatsApp fait entre les architectes, le client et constructeur d'une villa en Serbie qui raconte un peu le projet, les références qui sont échangées, les joyeux événements et les accidents des chantiers. Et donc, c'est comme ça qu'en 2016, on a dit, il y a cet artiste qui travaille beaucoup avec des images et il a un appartement assez particulier, ça mérite de le rencontrer et de lui proposer de faire un contenu ensemble. Alors, bonjour à toutes et à tous, et merci de votre invitation, et merci aussi à Sophie et Carlo pour cette rencontre et tout ce qu'on a fait depuis toutes ces années. Et donc en effet, ils sont venus dans mon appartement et donc j'avais décidé, en m'installant à Bruxelles, j'habitais à Paris avant, et à partir de 2013, je me suis installé à Bruxelles, à la fois sur les traces d'un artiste qui s'appelait Marcel Brotars en Belgique et qui a créé un musée d'art moderne fictif à la fin des années 60. Et puis, si vous connaissez peut-être, si vous êtes déjà allé à Londres, vous avez peut-être déjà visité la maison de Sir John Soane, l'architecte anglais, qui a transformé petit à petit sa maison en musée, avec une momie égyptienne, avec des fragments d'architecture. Puis petit à petit, il a déplacé ses cours d'architecture, il a racheté un peu le quartier, et c'est vraiment devenu un musée assez complexe qu'il a légué à la ville de Londres. Donc pas mal d'artistes et d'architectes ont créé leurs propres espaces et s'en sont servis comme un espace un peu expérimental. Ce que j'essaye de faire donc avec
mon appartement. Ici, on peut donc, quand Carlo et Sophie sont venus, c'est devenu une sorte de prototype. Ça a été une visite un peu exemplaire. Quand vous venez au Musée des Erreurs, en fait, il n'y a rien de spécial à voir. Et c'est la conversation qui va faire qu'on va mettre entre nous des objets. Et donc, il y a des configurations. Tout est entre l'ordre et le désordre. Et là, vous voyez plutôt le désordre. Surtout, il y a toujours ces deux aspects de ordre et désordre. Et en fonction de ce dont on parle, on sort des objets. Donc je sais qu'on avait parlé du jeu, et donc il y a des cartes d'un artiste italien qui s'appelle Alighiero Boetti qui était sorti. Là, c'est un tiroir autour de la chaussette dans l'art. Donc le musée des Erreurs va s'occuper de sujets que les autres musées délaissent. On me demande souvent, bien sûr, ce que c'est la notion d'erreur. Il y a le fait que, par exemple, les collections sont toujours incomplètes. Hein. Dans un musée, on trouve toujours qu'il y a des manques. Le musée et la collection sont fondés souvent sur des manques, mais aussi, comme vous le savez, la manière dont les musées se sont construits en Europe après la Révolution française et surtout pendant les périodes de colonisation. Beaucoup d'œuvres ont été volées, spoliées, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui font qu'il peut y avoir des erreurs dans les musées, plus des erreurs d'attribution, bien sûr, des choses qui sont dans les réserves, puis que l'on ressort, des tableaux qui sont exposés à l'envers. Si vous avez entendu l'histoire du Piet Mondrian, un tableau qu'on ne remettra d'ailleurs jamais à l'endroit, c'est assez récent qu'on a découvert ça, etc. etc. Donc en fait, ce que Sophie et Carlo ont mis en avant, c'était que toutes ces situations créaient des formes d'architecture et qu'on pouvait penser le musée depuis l'intérieur. Et penser à toutes ces configurations. Donc il y a la bibliothèque, il y a différents départements, mais les choses sont poreuses et une grande partie, alors dans la chambre d'amis, là vous voyez par exemple des livres qui sont en cours de classe et des archives qui sont en cours de classement. J'ai pu aussi à gauche sortir des diapositives parce que pendant des années j'ai photographié des bâtiments et surtout des expositions en diapositive. Et on parlait de Le Corbusier, de son petit cabanon et de son projet de musée à extension infinie qu'on voit sur la couverture d'un magazine à gauche. Et puis la plupart des archives sont dans la cuisine. Parce qu'il y a beaucoup de placards dans cette cuisine et donc c'est une des raisons pour lesquelles je me suis installé dans cet appartement, c'était aussi ces grands placards de cuisine. Et normalement, on ne conserve pas, bien sûr, ni les livres sont très près de la cuisine, ni les archives dans la cuisine. Donc il y a l'idée d'une porosité aussi entre tous ces objets et que, bien sûr, on va pouvoir faire l'usage de ces objets et quelque chose peut passer d'une vitrine dans une exposition à être sur la table et à être manipulé. Et avec Sophie Dars, il y a quelques années, nous avons réorganisé une partie des archives dans l'entrée de l'appartement avec ces chaises qui sont accrochées au mur mais qui peuvent aussi être utilisées et on peut s'asseoir à différents niveaux, on en reparlera. Et puis un classement plus facile à utiliser pour les archives. Voilà en gros à quoi ressemble le musée des Erreurs. Oui, en effet, quand on est venu chez toi, c'est en activant tes collections qui se trouvent dans des collections de cartes postales, des livres, de cartons d'invitation. Ça aussi sont des objets mineurs que les musées traditionnels ne collectionnent pas, en tout cas ils gardent dans les archives, que des nouvelles significations se créent. C'est comme ça aussi que nous on comprend les erreurs du musée des Erreurs, à savoir des connexions entre des œuvres et des idées, des concepts qui n'ont pas été codifiés, canonisés par l'histoire de l'art ou de l'architecture, mais qui, en fait, quelque part, elles peuvent être assez intéressantes aussi. Ce contenu, pour donner un exemple tangible d'une activité du musée des Erreurs, c'est quelques années plus tard, dans le dernier numéro, on a discuté avec toi de créer une nouvelle collection, une exposition des radiateurs à travers le musée des Erreurs. Et donc, l'idée est venue de créer un petit livret de 16 pages à partir de scans de livres que tu as. Autour du thème des radiateurs, il y a des radiateurs d'artistes et des poêles. Ouais. Des poêles et des radiateurs d'artistes, des radiateurs traditionnels. On voyait celui-ci, c'est celui de la maison de Wittgenstein.
Ici, c'est chez Victor Horta, etc. Et donc, on l'a présenté dans la revue comme étant un petit livre d'artiste qu'on peut découper des pages et réassembler ensemble. Donc, toi, tu voulais dire une chose là-dessus sur la question de l'agencement de ces pages? Oui, alors peut-être ces allers-retours permanents entre l'espace réel et le livre. Quand vous êtes venu visiter chez moi, j'ai trouvé que ce qui était dans la revue était en fait une espèce d'idéalisation de mon musée. Je trouvais ça mieux que dans la réalité. Des années plus tard, j'ai eu la chance de faire un livre qui s'appelle The Museum of Mistakes et maintenant j'essaye que mon appartement ressemble au livre, si vous voulez. C'est-à-dire que le livre est mieux formé, etc. Et là, donc c'est un petit livre à monter soi-même, ce qui fait que les numéros que vous voyez sous les images ne sont pas dans l'ordre dans la revue. C'est-à-dire qu'il y a une autre configuration. Et si vous découpez les pages et que vous le pliez et que vous le recoupez et que vous le reliez tel qu'il doit être normalement relié, vous avez un autre ordre. Mais ça n'empêche pas que ces agencements fonctionnent aussi et que les relations entre les images, même si elles sont différentes, ça reste à chaque fois un radiateur de toute façon et un poêle. Et en relation donc avec un artiste belge qui s'appelle Koenraad de Dobbeler. Et celui que vous voyez en haut à droite, c'est un poêle que lui a dessiné. Donc ça commence, et le radiateur à gauche aussi. Donc ça, c'est une ampoule électrique, vous savez, ces ampoules à LED, qui a été retournée et transformée en radiateur. Il y avait toujours des radiateurs au centre des pièces des musées au XIXe siècle, comme vous savez peut-être. Donc c'était le centre de la salle qui était chauffé. Et donc c'était une tradition. Aujourd'hui, bien sûr, les radiateurs sont intégrés différemment. Donc voilà, donc musée des erreurs, c'est de se dire aussi que les radiateurs vont exister de moins en moins ou autrement, etc. Donc comment est-ce que ces objets en fait ont été des marqueurs pour la modernité chez Bruno Taut en Allemagne, chez Pierre Charot tout en bas ici à droite, mais la photo de gauche, chez Pierre Charot, dans la Maison de Verre, le chauffage arrive déjà par le sol. Et c'est vraiment très nouveau pour l'époque. Donc voilà, donc prendre la question du radiateur, vous voyez, c'est vraiment prendre un indice comme ça, et puis à partir de cet indice, retourner dans la bibliothèque et se servir de ce fil. Moi, je ne savais pas que j'avais tous ces radiateurs dans les livres que j'ai, donc dans des livres pour enfants, chez Philip Guston, par exemple, aussi, qui est un peintre américain. Je vais trouver des radiateurs et donc je vais regarder l'ensemble, pas tous mes livres, mais une partie des livres avec un autre prisme. Donc c'est ça aussi le musée des erreurs et ce type de proposition, c'est de déplacer son regard. Oui, alors... Sophie et Carlo me demandaient aussi peut-être de montrer autre chose de ma pratique parce que voilà, j'ai pas fait que le musée des erreurs et donc je voulais juste prendre un exemple qui pouvait aussi être lié à ce type de collaboration. En 2011, j'ai été invité par un chorégraphe français qui s'appelle Boris Charmatz et qui, à l'époque, dirigeait le Centre chorégraphique de Bretagne, à Rennes, et qui a transformé le temps de son mandat, le Centre chorégraphique, en ce qu'il a appelé le musée de la danse. Il a invité différents danseurs, chorégraphes, mais aussi artistes ou toutes sortes de personnes, à interroger la question du musée de la danse, puisque on ne peut pas conserver la danse. Et pour ce projet, j'ai proposé un spectacle qui dure 1 heure, qui s'appelle La Grande Évasion, où vous voyez ces boîtes en métal qui sont un peu comme des ordinateurs Macintosh, et à l'intérieur de toutes ces boîtes, donc cette construction au départ, donc là c'est un danseur qui l'a redansé pour le Festival d'automne à Paris, mais moi je l'avais joué moi-même quand j'étais plus jeune et que j'étais encore souple, et en fait donc petit à petit cette construction est déconstruite sans qu'elle s'écroule en poussant une première boîte comme vous voyez ici. Ça ressemble un peu à une sculpture de Donald Judd, et dans chaque boîte les images sont classées par thème, et l'idée est que ça se déploie sur 1 heure et que le public qui est en U autour de la structure de la scène doit essayer de voir et de comprendre toutes les images. Donc c'est une manière d'animer les images mais de façon manuelle. Et petit à petit, donc, l'opérateur, si vous voulez, ou l'architecte, appelez-le comme vous voulez, il ou elle construit une sorte de ville ou de musée qui change de forme jusqu'à aboutir à une forme finale qui est à peu près celle-ci.
on parlait de ce rôle d'éditeur. Donc la plupart des documents que tu as présentés, ce n'est pas toi qui les as faits, c'est toi qui les as choisis et tu as déterminé le cadre de leur mise en forme et aussi de leur potentiel agencement. À partir de maintenant, on bascule un peu plus dans le cadre du projet d'architecture, c'est-à-dire que même si on vous montre un livre, parce que c'est nous qui l'avons publié, on parle plutôt de comment des architectes peuvent emprunter ces types d'expérimentation et de postures dans le cadre de leur projet. Alors c'est un travail qu'on peut faire de manière en va-et-vient, c'est-à-dire parfois c'est nous qui théorisons leur manière de faire, donc c'est peut-être un peu une spéculation que nous faisons sur leur travail, mais souvent c'est aussi l'inverse, c'est-à-dire c'est l'issue un peu de discussions qu'on peut avoir sur les méthodes qu'ils utilisent. Donc MBL, ce sont des architectes basés à Paris que vous connaissez peut-être. Il y a quelques années, ils ont été invités à Arc en Rêve à Bordeaux pour faire une exposition dans laquelle ils ont présenté très peu de leur propre projet, mais plutôt une collection de 143 objets issus du monde du quotidien, par exemple des BIC, leur collection de stylos BIC, ou la voiture que vous voyez, la Twingo, et parfois des maquettes et des documents issus de leur projet. Et donc notre projet, c'était de présenter ce qu'ils avaient mis en forme dans une exposition, donc sans beaucoup de mots, d'essayer d'y mettre des mots dessus et de le relier à leur propre pratique architecturale qui était passée un peu en second plan par rapport à leur érudition et leur manière de penser par image, encore une fois. Donc MBL, c'est Sébastien Martinez-Barra, Benjamin Lafort et Florian Jomain. Et donc ici, on a parfois extrapolé des éléments du texte. L'exposition rassemblait un peu un grand marché aux puces, un flea market, et on dit qu'ils utilisent la parataxie, c'est-à-dire que c'est plutôt des côtoiements d'images qui sont rarement, non pas des liens de cause à effet, mais plutôt des liens horizontaux entre la signification qu'ils peuvent attribuer à ces différents objets. Sébastien et Benjamin sont par ailleurs aussi éditeurs parce qu'ils collaborent depuis quelques années sur la revue Plan Libre qui est publiée par la Maison de l'Architecture à Toulouse. Et par contre, dans leur projet, ils ont quelque chose de cette figure de l'éditeur. On va vous le montrer à travers deux projets qu'on a étudiés avec eux. Ce sont des projets pour la Galleria Continua. Et donc, un des chapitres, par exemple, qu'on a écrit sur leur travail s'appelle « An Editorial Mode of Practice », donc une méthode architecturale au mode éditorial. Donc ça, c'est un exemple. C'était une maquette qui était présente dans l'exposition. Ce qui est orange, donc ils ont fait une maquette en utilisant ce papier bureau classique, vous connaissez, en jaune, rose pâle, vert pâle, etc. Et elle est censée montrer de manière un peu comme une axonométrie éclatée les éléments qui vont démonter, les éléments qui vont réparer et parfois les éléments qui vont ajouter en jaune, c'était une autre version. Tout comme dans ce musée des erreurs, dans cette exposition en Passe des Lilas, ils allaient montrer aussi d'autres projets et des éléments artistiques qui parlaient de ces questions, de la maintenance, de la réparation et du travail indéfatigable un peu qu'on fait sur les chantiers. Donc à l'intérieur de ces moulins, vous voyez une toiture qui a été refaite, une mezzanine qui a été refaite, des fenêtres qui de manière presque invisible ont été déplacées d'un endroit à l'autre du site, une verrière de toiture qui était enlevée pour transformer cette salle qui avant était un entrepôt en jardin d'exposition, un trou qui était percé dans la dalle en béton pour le transformer en jardin, une intervention de Daniel Buren sur les verrières, et dans la Galleria Continua à Paris, qui était un ensemble de bâtiments hétérogènes qui avant été un grand magasin de tissus et d'autres choses. L'idée était, encore une fois, de travailler sur l'existant de manière à souvent enlever de la matière plutôt que l'ajouter. Donc, recréer des connexions entre ces différents bâtiments hétéroclites. Et de manière assez provocatrice et très problématique pour certains architectes et même pour des galeristes, à venir accepter des configurations spatiales et des matérialités qui généralement n'ont pas tout à fait leur place dans ce qu'on appelle le cube blanc, le white cube d'un espace d'exposition. Par exemple, ici vous voyez une axonométrie d'une salle qui a 17 colonnes.
Vous voyez ici une salle dans laquelle il y a une espèce de tapis blanc au centre et une quarantaine de centimètres qui séparent cet espace du mur. On dit, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est juste la trace de mobilier qu'ils ont enlevé pour créer plus d'espace de la galerie. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de ce matériel qu'ils ont démonté? Ben, ils l'ont retransformé. Donc, c'est l'élément que vous voyez ici sur la droite et que vous voyez un peu en maquette ici au centre, la déception de la forme. C'est une collection de mobilier qu'ils ont recréé à partir de tous ces éléments en MDF, en multiplex, qu'ils ont démonté, mesuré et réagencé pour créer cette gamme de mobilier. Alors, est-ce que cette gamme de mobilier leur plaît? Peut-être un peu. En même temps, il y a eu un travail d'acceptation de, quelque part, de la authorship de cette matière qui était déjà composée. Ils ne pouvaient pas la plier à leur entière volonté d'architecte créateur, mais plutôt ils devaient composer avec même la difficulté et la déception que ces formes pouvaient créer. Oui, et au même titre que Pierre Le Guillon s'intéresse à la dimension mineure dans l'histoire de l'art, je pense que vous avez compris qu'on s'intéresse, nous, à la dimension mineure de l'architecture au sens large, et on essaye de penser quelle pourrait devenir une autre forme de pratique architecturale au regard des multiples crises, évidemment, que nous rencontrons. Et là, vous voyez par exemple le prochain article du prochain hackathon qu'on a réalisé avec deux jeunes architectes qui s'appellent Heberst. Et donc, eux, ils étaient en résidence au Canada et toute leur réflexion repose sur la question du démantèlement comme nouvelle forme de pratique architecturale. Et la question a été de voir comment hériter d'un bâtiment, comment le démanteler et en faire projet avec cette attitude qui nous plaît fort chez Pierre aussi, c'est la collection comme forme de projet, la manière de la lister, la manière de la pister aussi et d'enquêter sur le déjà là. Et aussi utiliser les outils, nos propres outils d'architecture pour déplacer notre regard vis-à-vis de ce bâtiment qu'ils ont choisi de démanteler et de remanteler. Donc tout à coup, là vous voyez une 3D qui commence à s'exercer sur la question du bâtiment comme ressource matérielle de projet. Et ils se sont amusés à le remanteler d'une autre manière, que ce soit dans l'espace de la galerie avec des prototypes à échelle 1, que ce soit avec l'outil de l'architecture qui est la maquette, l'autre outil de l'architecture qui est la référence vernaculaire, etc., etc. Ils en ont fait eux aussi un petit pamphlet où ils empruntent eux-mêmes des citations issues de la littérature, de l'histoire de l'art, etc., qui montrent une forme de pensée de cette spolia, de la question du démantèlement et du remantèlement comme pratique de projet. Rien n'est plus obsolète qu'une vision passée du futur, par exemple. Où le passé est une matière à composer, ou l'inventaire du réel comme catalogue essentiel de l'imaginaire. Donc ça, c'est des pratiques qui nous intéressent fort. Je ne sais plus comment on pouvait faire... Non, vas-y. Comment on pouvait faire le lien avec cette exposition. Ah si, avec cette exposition que nous avons fait, que j'ai fait en tant que commissaire à l'EPFL à Lausanne. On m'avait demandé de réfléchir sur la question du high-tech, low-tech, que j'ai eu envie de barrer pour fabriquer des frontières plus floues aujourd'hui. Ici, c'est une image de Alessandro Poli, de Super Studio, qui était fasciné par le paysan Zeno et l'astronaute Aldrin. Et finalement, ces deux figures qui se ressemblent beaucoup, puisqu'un paysan est aussi un très grand technologue, je ne sais pas si ça se dit en français, et l'astronaute est aussi un très grand bricoleur qui va rentrer sur la Terre à coups de scotch. Peut-être tu veux dire un mot aussi sur les pratiques des architectes Oui. Donc c'était une exposition qui, un peu comme un magazine, remettait ensemble et confrontait plusieurs projets. Projets parfois expérimentaux. Celui-ci est un architecte belge, Theo de Meyer, qui travaille essentiellement avec des éléments qu'il rachète lui-même au Castorama ou d'autres catalogues de matériaux industriels et qui réagence
de manière toujours démontable pour créer des éléments qui ont une forme de monumentalité quotidienne. Ça, par exemple, est une fontaine. C'est du design, c'est très simple, c'est très intuitif de comprendre en quoi, en tant que designer, c'est pas lui qui forme les matériaux, mais c'est plutôt lui qui décide comment les agencer et les assembler. D'autres formes d'architecte-éditeur, si on veut continuer dans cette parabole, peuvent être celles d'un architecte qui essaie de réinventer une narration pour un bâtiment existant qui serait trop difficile de rénover. C'est un peu le cas de cette action que les architectes à Berlin B+, ou Brandl-Huber essaient de faire sur ce grand bâtiment issu de la grande époque de l'Allemagne de l'Est et cet endroit qui s'appelle Mäusebunker. C'est un endroit d'expérimentation sur des animaux. Donc voilà, un bâtiment aussi controversé, tellement de béton qu'on ne peut pas le rénover. Et il s'intéresse à donc comment simplement le réagencement d'une narration, d'une appropriation par la citoyenneté pourrait solliciter les pouvoirs publics à intégrer ce bâtiment dans la ville. Ici, dans la page de droite, c'est un peu condensé, mais on est à la Défense. Très difficile de le reconnaître. Donc, vous connaissez le plateau de la Défense, un grand plateau avec énormément de souterrains. Et un architecte aussi basé à Bruxelles, Baukunst, a été commandité pour créer des espaces accessibles en dessous de cette grande dalle. Et son approche, évidemment, il ne pouvait pas rénover ces milliers et milliers de mètres carrés, d'une part. D'autre part, l'identité spatiale de ces endroits ne peut pas être pliée par un architecte parce qu'encore, il y a tellement de matière, tellement de béton, de ferraillage et de mètres carrés qu'aucune intervention d'architecte ne serait finançable. Et donc, son projet consiste à choisir des endroits où créer des connexions pour l'air, pour la lumière, pour le passage, et donc à concentrer ses interventions à des endroits assez précis, de manière à réagencer par l'intervention architecturale tout ce texte trouvé qui constitue l'espace de la Défense. Et un troisième architecte, lui, il utilisait vraiment ce nom. Je me considère un architecte-éditeur. C'est un japonais, Osamu Ishiyama, qui est dans les années 70, construisait l'architecture à partir d'une connaissance approfondie de cours des matériaux dans le marché mondial. Et n'hésitez pas à solliciter des industries de technologie, pas liées au bâtiment, mais plutôt à la construction d'infrastructures routières ou de bateaux navals. Et donc voilà le dernier petit exemple qu'on a mis un peu en relation avec cette idée de faire une architecture à partir des catalogues d'éléments trouvés est un architecte assez loufoque, Marcel Remakers, qui ne signait même pas en tant qu'architecte et il n'était pas. En gros, lui, il faisait tous les chantiers de Bruxelles. Vous savez que Bruxelles, c'est une ville qui s'autodétruit parce que les Bruxellois aiment bien détruire leur patrimoine. Donc lui, il arrivait à être des mèches avec les entreprises de démolition, à racheter des matériaux intéressants qu'il stockait dans son entrepôt et qu'il revendait à des clients en disant bah, écoutez, si vous achetez ça et ça, on vous fait un projet. Et donc lui, à sa table à dessin, il récomposait des projets à partir des éléments que lui-même vendait dans son backyard. Si je peux me permettre, il collectionnait pas vraiment des matériaux, mais plutôt il a fait partie d'une mafia de récupération d'éléments architecturaux qui provenaient des démolitions des maisons Art Nouveau. Il emmenait ses clients comme ça dans son grand terrain pour vendre des portails, des bow windows, des fausses colonnes doriques, etc. Le client choisissait l'élément architectural et après il construisait la maison autour. Donc si vous regardez ce qu'il a fait, c'est absolument atroce. Mais par contre, ce que nous, on trouvait intéressant au sein de cette exposition, c'est tout à coup, quand vous voyez la maison en haut à gauche, qui est atroce aussi, peu importe, il a été par contre fouiné sur les chantiers de démantèlement d'aviation ou de bateaux. Et tout à coup, on trouvait ça intéressant, nous, en tant qu'architectes, de tout à coup fabriquer des croisements de disciplines ou des transferts de disciplines qui nous permettraient de trouver finalement peut-être d'autres objets architecturaux, entre guillemets, pour faire du projet. Un autre projet qui cette fois-ci on ne peut plus littéral dans cette question de architecture, écriture et magazine,
C'est un concours auquel on a répondu pour l'Académie des Beaux-Arts de Paris, dont le sujet du concours était architecture et écriture. Et nous, on s'est dit, c'est chouette, on va le faire. Et tout à coup, c'était la pensée de comment faire un projet d'architecture comme on fait notre magazine, c'est-à-dire par accumulation de fragments, par dissolution de la question de l'auteur, etc., etc. Et vu qu'on aime bien les papilles et comment les réactualiser dans notre monde d'aujourd'hui, évidemment, une grande pensée pour Global Tools qui, dans les années 70, s'érige contre notre société capitaliste et pense une école. Je sais plus, elle avait un nom, cette école, je me souviens plus. Hein? Oui, l'école s'appelait Global Tools. Et tout à coup, c'était comment réinvestir savoir et savoir-faire au sein de l'école d'architecture. Et vous regarderez dans ce numéro de Casabella, il y a une citation d'Alessandro Mendini qui nous paraît super d'actualité aujourd'hui, c'est la notion de déprojetation. Lui, en anglais, il le traduit par deep planning. Et c'est cette idée que c'est partir du postulat que finalement on habite un monde qui est construit, qui ne peut plus continuer à s'ériger, mais plutôt, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, comment réagencer, comment approcher l'architecture avec cette attitude du démantèlement. Et pour ce concours, toujours dans cette quête de comment nous, Carlo et moi, pouvions nous positionner comme éditeurs d'architecture, on a invité toute une série d'artistes, d'architectes, de copropriétaires dans ma propre maison de campagne, que je partage avec, vous le voyez en bas, Yoren et puis Rosa. Et tout à coup, c'était comment imaginer une maison donc, qui, de manière située, réinvestit cette question d'une pensée de savoir et savoir-faire. Donc, la question était tout d'abord d'essayer de comprendre la maison, comment l'outiller pour véhiculer une forme de savoir, et comment nous outiller aussi pour fabriquer, hybrider des savoir-faire qui étaient à la fois locaux et à la fois exotiques, entre guillemets, dans le sens où on a invité des auteurs qui, par exemple, on avait invité Anne Groten, qui vient du Norvège et qui tout à coup allait avoir une pensée hybride sur des savoir-faire locaux comme la chaux, le torchis et la chaux par-dessus. Prendre soin de l'existant, collectionner des récits, comme j'essayais de vous dire tout à l'heure. Donc prendre soin, c'est commencer par le dessiner. Identifier les matérialités, les matériaux, fabriquer des collisions aussi entre... par exemple, ici, vous voyez que le bardage bois est tout noir et en fait, il est recouvert d'huile de vidange qui provient de garages locaux. Entrer en collision avec le caillebotis. Je vais juste vous parler d'un seul exemple du jardin mutant. Donc là aussi, une espèce de dissolution d'auteur de projet, puisque j'ai participé avec Éléonore Morand à la fabrication de ce chapitre. Et du coup, c'était d'identifier à la fois dans le village les questions d'espèces indigènes et d'espèces exotiques qui polluent finalement le débat écologique aujourd'hui, puisqu'on est en train de refuser la migration des plantes sous couvert de « il faut conserver les plantes indigènes », et aussi la migration des symboles, parce que ici vous voyez l'affreuse haie qui entoure chaque petite parcelle qui nous horrifie, je pense, nous, en tant qu'architectes. Et en fait, c'est un thuya, et le thuya, c'était un des bois les plus recherchés à l'époque baroque, et qui était imité, recopié, etc. Prendre soin de l'existant, identifier les plantes, et peut-être aussi fabriquer un savoir sur lesquels vont arriver, et lesquels vont avoir des stratégies de défense par rapport au changement climatique, et utiliser nos outils d'architecte pour véhiculer une forme de savoir, et fabriquer un jardin mutant dans notre jardin de la maison de campagne. Nos outils d'architecte, c'est la maquette. Je ne sais pas si vous voyez ce petit... Rappelle-moi, c'est qui déjà? Ah bah zut. Ah oui, les maquettes de Brendal, qui était un pédagogue allemand et qui fabriquait des maquettes de plantes pour raconter dans les écoles comment les plantes évoluent, etc. Et du coup, avec Éléonore, on a fabriqué des plantes en céramique qui allaient s'hybrider avec les plantes indigènes ou qui allaient raconter les stratégies de défense pour survivre dans un climat plus aride, ou les déformations, les maladies qu'elles allaient subir. Donc savoir et savoir-faire. La galerie du champ avec Alice Paris, c'était plutôt comment penser la maison comme un dispositif d'accrochage qui allait raconter
savoir-faire. Là, en l'occurrence, vous voyez le musée des outils qui est dans le village de la maison. Comment les maisons, en fait, les façades des maisons, pardon, étaient un support d'accrochage de tous les outils des paysans. Le lettrage aussi, qui participait de manière un peu mystique à nommer ces maisons. Et par exemple, à gauche, vous voyez un soupirail pour faire fuir les sorcières. Donc ça, c'est tous des éléments qui sont en train de disparaître vis-à-vis de notre manière d'aborder l'architecture. On s'est demandé comment la façade qui est orientée nord et qui est pratiquement aveugle pouvait être une façade d'exposition de musée. Le projet migre dans l'espace muséal de l'Académie des Beaux-Arts et on a choisi de faire une maquette de la maison qui raconte ces dispositifs et d'inviter les auteurs à fabriquer un prototype. Donc je ne vais pas tous vous les raconter. Il y a le poteau utile, il y a la maquette de plantes que vous voyez à gauche, et dans notre maquette à nous, vous voyez le jardin qui commence à proliférer et coexister avec des céramiques. Et la dernière étape, c'est de ramener les prototypes dans l'espace réel. Et donc, vous voyez la façade qui commence à se dessiner avec un PFDV, ça veut dire Parfond de Val, c'est le nom du village. Le poteau utile, qui est la première maquette de plantes, parce qu'on est en train d'en faire d'autres, qui coexistent avec le jardin. Voilà. La future gouttière et le poteau utile. Pierre, je te laisse poursuivre. Merci. Oui, alors vous voyez, on prend un peu une autoroute et puis on cite beaucoup d'exemples. C'était un choix, donc il va peut-être falloir éditer à nouveau tout ça de votre part pour ouvrir sur des questions, différentes questions. Donc même si, peut-être que juste avant de commencer ça, je voulais rappeler, même si tu l'as un peu dit encore une fois, cette différence entre éditer et publier. C'est-à-dire qu'en anglais, c'est très clair, editor, publisher, mais en français, c'est le même mot, en fait. Dans l'édition, il n'y a pas vraiment de mot qui spécifie ce rôle. Et ce que je voulais insister sur le fait que quand on parle d'édition, si vous faites un post sur Instagram, vous devez éditer. Donc ça n'a pas forcément à voir avec la question du papier et de l'impression. Par contre, l'impression est un phénomène irréversible, c'est-à-dire que voilà, il faut réimprimer s'il y a une coquille ou si une photo est publiée à l'envers, alors que bien sûr sur un site internet et sur la plupart des supports sur lesquels nous travaillons, tout est réversible tant que vous n'aplatissez pas les calques, comme on dit sur Photoshop. Donc, il y a une différence dans la modernité entre le collage, donc qui est irréversible. La modernité, en architecture peut-être Mies van der Rohe qui travaille beaucoup à partir de collages pour représenter ces bâtiments. Donc le collage c'est irréversible et personnellement quand je vous montre là la grande évasion et la plupart des dispositifs que j'ai produits, j'appelle ça des collages réversibles. Comme en restauration, on essaye toujours de faire des opérations qui sont réversibles. Et donc la question de la restauration en architecture me semble assez intéressante aussi pour aborder ces questions. Et j'ai découvert très récemment, et un peu par hasard à vrai dire, à Florence, j'étais pour une semaine à Florence, et je découvre ce projet donc d'Archizoom qui ne s'appelait pas encore Archizoom en italien à l'époque, et qui date de 1965-67, donc a été réalisé par deux architectes à l'origine de la création d'Archizoom, Paolo Deganello et Massimo Morozzi. Et j'étais extrêmement surpris par ce projet et cet escalier. Il faut penser qu'à l'époque, ils n'ont encore pas leur diplôme et ils sont étudiants. Et comme le père de Massimo Morozzi travaille à l'intendance des bâtiments de Florence, etc., ils ont cette commande alors qu'ils sont si jeunes. Et j'ai donc été très surpris de voir qu'il y avait un collage, là, enfin une forme de citation, d'appropriation, à partir de
cette rampe d'escalier, donc cette barre que vous connaissez peut-être si vous êtes déjà allé à Milan. Donc c'est la rampe du métro de Milan qui a été dessinée par Franco Albini et Franca Helg. Et puis ils ont fait ce projet avec un graphiste néerlandais qui s'appelle Bob Norda. Donc en fait ce métro à Milan, ça a été très important parce que ça a servi de modèle pour le métro à New York, pour le métro à Sao Paulo. Bon, ça a été très très publié à l'époque. Donc le métro, j'ai fait un peu ces petites recherches et puis j'espère vraiment en savoir plus dans les mois et les années qui viennent. Donc peut-être que ça fera l'objet aussi d'une intervention dans Hackathon. Mais le métro a ouvert le 1er novembre 1964 à Milan. Donc eux le réutilisent en même temps. Parce que le projet est daté de 65 à 67, vous voyez. Donc ils prennent une barre de métro qu'ils mettent dans une église qui a été plusieurs fois transformée et qui mettent dans un bâtiment historique, évidemment, qui est devenu un musée aujourd'hui pour voir des sculptures de Donatello notamment. Donc il y a cette première citation, et la deuxième citation, vous la voyez à droite, c'est cette grille qui vient du Castelvecchio, le projet de Carlo Scarpa, qui ouvre aussi en juillet 64 à Vérone. Donc ils prennent deux des grands architectes des studios d'architecture vivants et ils les cannibalisent directement en mettant le métro, où il n'y a pas de métro bien sûr à Florence, en mettant la rampe du métro qui est normalement un lieu souterrain pour faire un escalier, qui est un lieu extrêmement public dans ce bâtiment. Donc je trouvais très curieux parce que si vous voulez, à la même époque, il y a une artiste aux États-Unis qui s'appelle Hélène Sturtevant, qui vivait à la fin de sa vie à Paris, mais qui va copier les artistes américains, c'est-à-dire Andy Warhol, Klaus Oldenburg, donc beaucoup d'artistes du pop art, Frank Stella, donc des artistes de l'art minimal, que des hommes. Et elle va répliquer leurs œuvres au même moment où elles les font et en fait perturber le système des galeries, de l'économie des expositions, du vrai et du faux. Et elle est légèrement approximative dans ses copies, mais qu'elle ne considère pas comme des faux puisqu'elle ne les annonce pas, elle les annonce comme ses œuvres et les signe sous le nom de Sturtevant. Donc on voit que exactement à la même époque, des très jeunes architectes étudiants font la même chose avec leur père, AIRS et ERES. Et ce que je trouvais aussi très intéressant dans leur proposition, c'est qu'en haut de l'escalier, vous voyez, il y a cette espèce de coupure très nette où tout s'arrête, comme si on avait coupé dans la réalité et pour montrer la nature de leur intervention. Et puis une dernière chose, enfin il y a plusieurs autres aspects là, comme les fenêtres qui ouvrent sur la ville, etc. Mais je ne vais pas développer sur ça. Je voulais juste mentionner aussi que en réhabilitant comme ça la charpente, il y a des poutres qui ont dû être retirées et remplacées. Et avec les restes de bois, ils ont fabriqué ces bancs qu'ils ont mis dans l'espace. Donc ils ont recyclé les poutres pour en faire ces grands bancs. Oui, et je termine sur ce projet en cours. Donc c'est un projet où je collabore en tant qu'architecte-éditeur avec Pierre et le bureau d'architecture belge central. Non, on n'a pas refait l'entièreté du canal Centre Pompidou, mais donc c'est un projet qui est développé entre autres par Sergi Bates et le bureau NOA. Parmi d'autres. Hein. Et donc c'est le petit frère du centre Pompidou, du actuel centre Pompidou, et c'est un ancien garage Citroën, donc c'est absolument gigantesque. Et au sein de ce bâtiment, ils ont demandé à toute une série de jeunes architectes à produire des projets dans le projet. Donc celui que nous faisons avec Pierre et Central en est un. Et la commande était assez évasive puisqu'il fallait fabriquer une salle de lecture et un bookshop. Mais la salle de lecture était un espace qui n'était ni une bibliothèque de consultation, qui devait proposer tous les usages du livre, de la curation
jusqu'à l'élocution du livre, etc., etc. Et avec le défi dont nous nous sommes emparés de fabriquer le confort de lecture au sein d'un garage en béton. Donc c'est ce clash en fait qui nous a intéressés. Et pour ce faire, donc pour continuer avec cette idée de cannibalisme de référence, on a fabriqué une série de dispositifs qui sont évidemment empruntés à nos grands-pères, comme je disais tout à l'heure. Donc je ne vais pas tous vous les détailler sur cette planche qui est la planche du concours, mais en citer quelques-unes. La première que vous voyez à droite, c'est une immense étagère que nous avons appelée l'étagère Mounari. Je ne sais pas si vous connaissez le lit pour enfants de Mounari, où on peut suspendre ou montrer toute une série d'objets. Et la deuxième, donc là vous voyez l'étagère Mounari à gauche, qui est censée montrer tous les états entre guillemets du livre, de l'archive, etc. Et à droite, c'est une étagère qu'on a... Ah, vous voyez le lit en haut à droite. Et à droite, c'est une étagère qu'on a appelée la shaker. Donc les communautés des shakers aux États-Unis avaient l'habitude de fabriquer une simèse en bois sur lequel accrocher tous les objets fonctionnels, notamment les chaises. Et du coup, nous, notre étagère shaker accroche chaises, tables, transat, c'est à peu près tout, qui peuvent se déployer dans l'espace selon ce que décident de faire les usagers et ce que décident de fabriquer nos clients, que sont Canal et le CIVA, en termes d'événements liés au livre. Et nous avons développé d'autres dispositifs peut-être un peu plus mineurs, comme le podium que vous avez vu au-dessus. Donc c'est une espèce d'immense table en béton qui peut se lever ou descendre. Et tout à coup, là, c'est le livre performé, ou c'est une présentation, ou c'est une performance, etc. Vous voyez le foyer lumineux, la grosse boule blanche qui peut descendre et monter et fabriquer un foyer chaud, peut-être plus pédagogique, peut-être plus lié à l'enfance, comme cette grande tente canadienne de 5 mètres de haut qui peut se déployer, se refermer, s'ouvrir et fabriquer encore plus d'intimité au sein du lieu. Et évidemment, le bookshop qui, lui, va se déployer dans l'espace public qui est Canal. Voilà, je crois que j'ai tout dit sur ce projet qui est en cours, qui est en chantier. Ah oui, évidemment, le dernier dispositif, c'est le sol. On a décidé de mettre une moquette sur le béton. Donc tout à coup, on est dans le musée et là, on passe sur un espace qui a une autre matérialité, plus feutrée, plus accueillante en termes de dispositifs domestiques. Et ce qui était très drôle, c'est que les clients avaient très très peur qu'elle soit sale en 2 secondes, évidemment. Même si on parlait par exemple des moquettes dans les aéroports, etc. La moquette en fait est très présente dans nos espaces publics. Et du coup, grâce à Pierre d'ailleurs, on a décidé de la tacher directement. Donc elle est tachée en espérant que ça allait masquer ou ça allait fondre les futures traces d'usage. C'est l'état du sol avant la rénovation qui redevient le motif qui est imprimé sur la moquette. Donc c'est le souvenir de ce qu'il y avait en dessous. Et je te laisse conclure, Pierre. Oui, non, je voulais juste ajouter qu'on a été assez surpris de gagner ce concours, il faut quand même le dire. Pas du tout. Un des enjeux, c'était de dire on ne fait aucun geste architectural et les dispositifs que nous proposons vont construire des situations et que ces situations ont un caractère architectural. C'est-à-dire que cette table sur vérin, qui est une très grande table, dans la journée on peut travailler dessus, on peut organiser un colloque autour de cette table, mais comme c'est un ancien garage, c'est ces vérins qu'il y avait sous les voitures aussi pour les réparer, et donc si ça peut descendre très bas et être une petite scène, on peut s'asseoir sur cette scène et puis on peut la monter plus haut et vraiment imaginer un spectacle. Donc c'était l'idée qu'il y a un maximum de flexibilité ou de réversibilité, encore une fois, dans les usages. On a fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette conférence. On va peut-être passer à la séquence de questions-réponses. S'il y a des questions dans la salle.
Et sinon, moi, j'en avais une, donc j'ai peut-être commencé. Je me demandais, vu que vous êtes artiste et éditeur, est-ce que à l'ère du numérique, où on voit vraiment une multiplication des médias et des plateformes, est-ce que vous ressentez que peut-être le rôle de l'éditeur, avec son rôle de filtre et sa curiosité critique, est-ce qu'il prend peut-être quasiment aujourd'hui plus d'importance, ou il est plus nécessaire que la position de l'auteur dans le milieu surtout architectural et artistique? Oui, je crois que c'est un peu ce qu'on a essayé de dire finalement, et surtout que si vous déléguez, par exemple, à l'intelligence artificielle le rôle d'éditer, finalement, à partir de contenus qui ne sont pas vérifiés, pas sourcés, etc., vous voyez que, en fait, dans l'édition, on a de plus en plus eu les moyens d'éditer. Alors, je ne vais pas faire l'histoire de l'imprimerie, etc., mais simplement pour vous dire que quand les logiciels de mise en page arrivent, Word, vous écrivez et en même temps, vous êtes déjà dans un livre de la collection blanche de Gallimard. Il y a la pagination, un caractère Garamond ou Times, etc. Donc, tout ce que vous écrivez a déjà l'air d'être de la littérature. Ce n'était pas du tout le cas avant. On écrivait à la main, on avait un tapuscrit. Ce tapuscrit était envoyé chez un photocompositeur ou imprimé avec des caractères en plomb, etc. Donc il y avait toutes sortes d'étapes. Aujourd'hui, il y a un côté très fini, alors qu'on peut écrire n'importe quoi, mais ça va avoir l'air d'être écrit comme un roman ou quelque chose de sérieux. Donc vous voyez que ces étapes d'édition, elles n'existent pratiquement plus, et on a très vite l'impression d'avoir un résultat fini. Donc c'est vrai que ce qu'on propose aussi, et je pense que c'est aussi pour ça que vous avez choisi de faire quand même une revue encore imprimée, c'est de ralentir, on ralentit un peu, hein. Avec tout ça, on ralentit les processus, mais à mon avis, on gagne du temps sur l'avenir. Ça, c'est mon point de vue. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Oui, bonjour. Moi, je me demandais en termes de proportion de travail entre le travail, par exemple, éditorial et votre travail d'architecte, entre guillemets, si je peux appeler ça comme ça, la proportion entre tout ce qui va être, par exemple, le temps passé également, entre le temps passé à réfléchir à la revue, à catonner, et finalement plutôt peut-être plus au projet, si je peux décrire ça comme ça. Tu veux dire le projet de la revue ou le projet d'architecture en général ? Plutôt projet d'architecture, oui. Okay. Voilà, la balance entre les deux. Oui, mais je pense que tu as compris qu'on avait une pratique un peu en dehors de la pratique traditionnelle du projet d'architecture. Celui que tu as vu avec Canal, on n'a pas ni Pierre ni moi n'avons le statut de centrale. Je ne sais pas si vous connaissez ce bureau qui est très archi et qui, lui, est plus en charge de développer la production qui est réclamée. Par rapport à l'oscillation qu'on a entre... parce qu'on y tient quand même on revendique que Hackathon est une forme de pratique, mais on est super lent, donc on en fait plus ou moins un par an. On ne gagne absolument pas d'argent dessus, ni à la vente, ni à l'affaire. La vente nous permet en fait de relancer le prochain numéro, mais pour payer l'imprimeur uniquement. Et par contre, on aime bien osciller entre, comme tu dis, pratique et édition, mais c'est un luxe qu'on s'offre dans le sens où on a la chance d'être enseignante. Ça nous fabrique un contexte, c'est hyper trivial ce que je dis, mais qui nous fabrique un contexte salarial qui nous permet en fait d'avoir le luxe de choisir les projets sur lesquels on a. Mais par contre, on gagne absolument pas notre vie et on la gagnera jamais. Voilà. On peut peut-être finir sur une dernière question rapidement. Sur une note positive. En fait, on a pu s'offrir beaucoup de temps aussi, effectivement, grâce à l'enseignement, un doctorat qui me permettait de détourner de l'argent, pas du temps pour lequel j'étais payé pour faire le doctorat, pour faire avancer la revue aussi dans ses côtés
pénible, hein, les boîtes envoyées, la comptabilité, ce genre de choses. Et en même temps, c'est une forme de troisième cycle. Donc le troisième cycle, c'est généralement ce que vous faites comme un doctorat. En fait, faire cette revue a constitué à la fois pour Sophie, pour moi, pour Ismaël Orphée, qui sont graphistes, mais qui utilisent aussi la revue comme un espace d'expérimentation, de rencontres, comme un troisième cycle un peu auto-initié, un peu comme si on se réunissait dans un garage pour essayer, au lieu d'aller étudier au conservatoire. On a appris et on continue d'apprendre beaucoup en faisant ce projet. Donc, oui, oui, ça va, oui. C'est-à-dire que... Je voulais juste finir là-dessus. On n'est pas enseignant à des fins alimentaires. Hein. Parce que, donc, quand je parle d'oscillation, la pédagogie aussi nous fabrique un contexte intellectuel qui nous permet d'échanger avec les étudiants et étudiantes, de collaborer avec eux et elles par la suite, de leur transmettre aussi nos interrogations. Donc, je te rassure, c'est un luxe aussi. Je pense qu'on peut peut-être finir là-dessus. Merci beaucoup.